Précédemment, Sanji dévoilait son nouveau power-up face à Queen, la calamité de Kaido. Après un long retour sur ses origines, une remise totale en question de sa véritable personnalité, l'aile du futur roi des pirates a prouvé sa valeur en combattant plus dignement qu'il ne l'a jamais fait depuis l'ellipse des 2 ans. Ce combat, à l'opposant au commandant d'un des plus puissants pirates du monde, prit fin aujourd'hui. Cette lutte acharnée de Sanji n'aura pas été vaine et Queen n'aura pas su résister au nouveau Ifrit et Jump du cuistot des enfers. Ce nouveau chapitre, sobrement intitulé Zoro vs King, annonce alors la couleur. Un autre combat va prendre fin et un grand gagnant sera alors déclaré dans quelques minutes. Bienvenue dans cette nouvelle review. Comme d'habitude, nous nous retrouvons pour une analyse complète et détaillée du chapitre 1035 de One Piece. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir mon travail ainsi qu'à vous abonner pour m'aider à atteindre les 300 000 abonnés. J'en profite pour vous annoncer qu'avec Japan Deal World, ma boutique en ligne partenaire, nous vous faisons gagner 2 figurines de Queen et de King sur Twitter à l'occasion des fêtes de fin d'année et des chapitres que nous avons actuellement, alors empressez-vous d'y participer, le lien est dans la description. Maintenant, commençons l'analyse de ce chapitre dantesque. Ayant débuté au chapitre 1015, le combat opposant Vince Sanji à Queen la Pandémie s'est finalement terminé. Le coup porté par Sanji aura eu raison de la robustesse légendaire des Zoan anciens. Queen est vaincu après avoir encaissé de plein fouet le nouveau power-up du mythique Diable Jump. Nous pouvons donc officiellement déclarer que Sanji a aujourd'hui le niveau d'un commandant Yonko. Cette victoire sur Queen n'a absolument rien de banal et élève le niveau des Mugiwara à celui de l'équipage d'un empereur. Si les 2 plus puissants hommes de Luffy parviennent à surpasser les 2 plus puissants hommes de Kaido, c'est le signe inévitable que Luffy prendra la place officielle d'un empereur à la fin de cette guerre. Onigashima aura permis à Oda, et plus que jamais, de rehausser le niveau du Monster Trio. Ils ont aujourd'hui atteint un nouveau palier les rapprochant encore plus de leur puissance finale. Le Monster Trio n'a dévoilé une telle amélioration depuis Enies Lobby, et là encore on sent bien qu'on arrive dans les dernières évolutions de One Piece. Il y a beaucoup à redire dans la façon qu'Oda a eu de nous mener à ce résultat de puissance. Tous les choix n'ont pas été peut-être les plus judicieux, mais les faits sont là et l'histoire touche à nouveau inévitablement à sa fin. Après avoir envoyé valser Queen, Sanji récupère la petite souris d'Osome pour le lui rendre et se rappellera d'une même petite souris qu'il nourrissait dans son enfance. Ce parallèle est alors parfaitement volontaire par Oda et semble apporter la touche finale de la rédemption de Sanji avec les Vinsmoke. Il aura vaincu Queen qui utilisait les pouvoirs de tous ses frères, excepté Reiju avec qui il s'entendait bien, et aura sauvé la petite souris que son père n'avait pas hésité à tuer. Sanji aura plus que n'importe qui eu un avant et un après Wano Kuni. Tout le reste de ce chapitre sera uniquement consacré à la suite et sans doute à la fin du combat de Zoro contre King. Précédemment, le Lunaria avait créé le trouble chez son adversaire. Zoro ne parvenait pas à percer le mystère de l'endurance et de la robustesse de celui se dressant face à lui. Pourtant, sans ça, Zoro avait l'intime conviction de ne pas pouvoir venir à bout de cette calamité. Il ne lui aura pas fallu très longtemps avant de découvrir l'un des points faibles de King résidant au niveau de son dos. Sa flamme, lorsqu'elle ne brûle pas, elle augmente sa vitesse, mais réduit sa défense. Une opportunité que saisira Zoro, parvenant à trancher à nouveau le masque déjà endommagé de Queen et révélant finalement le visage du bras droit de Kaido. Des ailes noires, des cheveux blancs, une peau marron, ce sont les caractéristiques des Lunaria. N'importe quelle information à leur sujet au gouvernement mondial est passible d'une récompense de 100 millions de berries. Voici ce que sont réellement les Lunaria, voici à quoi ressemble véritablement King, et voici quel fardeau il porte sur ses épaules. Tout en restant très discret sur les informations qu'il révèle à son sujet, Oda nous offre malgré tout une précieuse page flashback de la jeunesse de King lors de sa rencontre avec Kaido. Tout a donc débuté il y a plus d'une trentaine d'années. Si on se réfère au chapitre 962, il semble que ce soit précisément 33 ans, puisque c'est 33 ans auparavant que Kaido a commencé à recruter son équipage et nous apprenons justement aujourd'hui que King était le premier à le rejoindre. Ce dernier ayant actuellement 47 ans, c'est au jeune âge de 14 ans qu'il fut aux côtés de Kaido, détenu en captivité sur ce qui semble être Punk Hazard, comme l'attestent les initiales inscrites sur les bâtiments. Le gouvernement semblait profiter de leur acquisition exceptionnelle, un descendant de la tribu éteinte des Lunaria, pour expérimenter diverses sciences sur lui. King était alors un prisonnier et cobaye du gouvernement mondial, tout comme semblait l'être Kaido. Mais sans surprise, l'empereur était loin d'honorer la réputation de sans cœur ni reproche que l'on peut lui accorder aujourd'hui. En voyant cet enfant subir les pires atrocités que la science peut proposer, Kaido lui offre la liberté en échange d'une place dans son nouvel équipage. C'est sur le fond d'une promesse de changer le monde que Kaido et Arbel, le véritable prénom de King, s'échappent d'un Punk Hazard en feu, s'apprêtant à créer l'un des plus puissants équipages pirates des mers du monde. Même si ça n'a duré qu'une page, l'impact de cette révélation ne laissera pas grand monde insensible. Le désespoir d'un héritier maudit, l'humanité d'un démon jurant de le protéger, c'est du grand Oda.
Si le déroulement de certains de ces combats peuvent être sujet à débat, la qualité de ces flashbacks et background est indiscutable. Faisons alors le point sur ce que nous venons de voir. King, ou du moins Arbel, a un design absolument similaire à Viper comme je l'attendais. Outre la couleur des cheveux et des ailes, les deux hommes se ressemblent comme deux gouttes d'eau et pour cause, tous deux auraient des origines particulièrement proches d'après ma théorie. Une récompense est bel et bien offerte pour tout renseignement sur les Lunarians, mais ironiquement, ils ne sont pas présents dans la liste de vente aux enchères d'esclaves sur Sabaody. Il se pourrait donc que le gouvernement mondial les craigne tellement que tout ce qu'ils veulent, ce n'est même pas de les soumettre, mais simplement les tuer et les faire disparaître, une fois pour toutes. Le prénom de King semble avoir plusieurs traductions différentes, Arbel, Albel ou voire même Albert. Avec un petit peu de recherche, on peut découvrir que Arbel est le nom donné à une montagne israélienne surplombant la mer de Galilée et ayant vécu le terrible massacre des partisans maccabées par les troupes de Bachidé. Impossible d'être certain qu'Oda a voulu s'inspirer de ce mont et de son histoire pour King, mais en sachant qu'il a vécu au-dessus d'une montagne qui surplombait les mers et qu'il est l'un des rares descendants d'un massacre, les coïncidences sont assez troublantes pour être notées. King semble être un épéiste depuis sa plus tendre enfance à en juger l'épée qu'il porte aux côtés de Kaido, et le pouvoir de ses flammes semble indiquer qu'il savait déjà très bien les utiliser. Ça laisse sous-entendre que quelqu'un lui a appris à maîtriser ses pouvoirs et s'il est né 14 ans avant sa captivité, il devait encore avoir des parents à cette époque-là. King n'est donc possiblement pas le seul Lunaria vivant de nos jours, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et après tout, qui d'autre qu'un Lunaria pourrait nous révéler leur histoire. Focalisons-nous rapidement sur Kaido désormais, puisqu'on le voit pour la première fois dans une période très proche de celle des Rocks. Lors de sa légendaire introduction, Kaido était vanté d'avoir survécu à une multitude d'exécutions, mais également à toutes sortes d'expériences. Plus tard, nous apprendrons que son fruit du démon a été cloné pour donner le fruit du démon artificiel que Momonosuke a mangé. Tout porte donc à croire que lorsque Kaido a rencontré King sur Punk Hazard, son facteur de linéage venait d'être récupéré pour donner quelques années plus tard le premier fruit artificiel confectionné par Vegapunk. Et pour rappel, c'est à Punk Hazard que le fruit artificiel du Uo no Mi a été mangé par Momonosuke. L'une des raisons qui semble avoir poussé King à rejoindre Kaido, ses ambitions. Car Kaido avait déjà l'envie de changer le monde il y a 33 ans auparavant. Des paroles nous ramenant encore une fois à son introduction, clamant haut et fort devant les 3 supernovas qu'il allait détruire ce monde dans la plus grande guerre de tous les temps. Mais c'est plus particulièrement le parallèle entre le recrutement de King, Rayleigh et Zoro qui m'a marqué. Chacun a rejoint un homme voulant changer le monde en suivant sa propre vision de la liberté. C'est encore plus flagrant pour Zoro ayant été libéré par Luffy et King ayant été libéré par Kaido. Ils deviendront le bras droit de leur capitaine pour des années plus tard combattre pour réaliser l'ambition de leur sauveur. Ce simple flashback en dit long sur la relation de Kaido et Arbel. L'un est loin de l'être sanguinaire habituellement dépeint par ses ennemis, et l'autre n'est que la victime d'un héritage un peu trop pesant. Le reste et la suite de ce chapitre n'est que combat, du pur combat comme ces deux monstres savent nous offrir depuis le début de leur affrontement, et c'est Zoro qui attire plus particulièrement notre attention. Dans l'avant-dernier chapitre, son Haki des Rois a enfin été officialisé. Zoro a révélé au monde l'ambition royale et la volonté bien particulière qui l'anime. Mais au-delà de dévoiler ce pouvoir si spécial, c'est sa forme avancée qui semble recouvrir ses lames comme l'attestent les éclairs noirs si distinctifs du Haki des Rois. Je n'invente rien, l'effet est exactement et précisément similaire à l'utilisation qu'en fait Roger, Barbe Blanche, Kaido et Luffy. Zoro parvient à enduire le Haki des Rois sur ses lames et à profiter de ce pouvoir pour combattre King tout au long de ce chapitre, au point que cette forme du Haki ait littéralement été combinée à une grande partie de ses techniques, notamment son nouveau style à 3 sabres du Roi des Enfers. Une version améliorée du très célèbre Santoryu de Zoro qui sera marquée par le revêtement intégral du Haki des Rois. Utilisé à 2 reprises, voici la véritable signification de la nouvelle attaque et puissance de Zoro. Le Rengoku Onigiri, combiné avec le Santoryu du Roi des Enfers, a invoqué une attaque à distance contrairement au Rengoku Onigiri traditionnel qui est plutôt corps à corps. Et cette utilisation m'a rappelé l'attaque combinée de Kaido et Big Mom au chapitre 1009. Elle se nommait Akai et Akai se traduit littéralement par conquérant des mers, tout en utilisant le même kanji que utilise le mot Aoshoku no Haki, le Haki des Rois. J'étais alors persuadé que l'attaque lancée par les 2 empereurs était la matérialisation de leur Haki des Rois et j'ai bien l'impression que cette nouvelle forme du Rengoku Onigiri de Zoro, en utilisant le style du Roi des Enfers, soit également une matérialisation de son Haki des Rois. Plus tard, la technique qui viendra clore ce chapitre sera le style des 3 dragons du Roi des Enfers, les 103 émotions infernales du dragon volant. Un nom quelque peu compliqué qui symbolise surtout la version améliorée du Iryu Kaen, technique légendaire utilisée face à Ryuma et plus récemment face à Kaido. En plus de découper un dragon de feu dans une scène rappelant très fortement Ryuma découpant un dragon dans sa jeunesse dans Monster, Zoro découpera King et l'une de ses ailes
dans une page finale absolument infernale. Zoro dévoile l'apogée de son style à trois sabres dans sa plus puissante forme. Jusqu'à présent, à part Ashura, aucune de ses techniques n'a dévoilé un tel pouvoir, et tout ça grâce au recouvrement du Haki des rois sur ses lames. Les éclairs noirs jaillissant de part et d'autre l'attestent, Zoro a plus que jamais évolué en tant qu'épéiste dans son combat contre King. La source de son pouvoir n'a jamais été aussi proche de celle des plus puissants combattants de ce monde. Mais l'une des scènes qui m'a le plus marqué dans tout ce chapitre de combat absolument magistral, c'est sans doute lorsque King a saisi les 3 lames de Zoro grâce à son épée modifiée. Car pour se dégager de son emprise, Zoro aurait à nouveau expulsé son Haki des rois, comme l'atteste le gros plan sur les yeux et les éclairs noirs qui ont suivi. Ce chapitre démontre alors que Zoro, en parallèle de Luffy, se familiarise avec son nouveau pouvoir et atteint une catégorie de combattants très restreinte. Son combat contre King a l'air d'être d'ores et déjà terminé, à en juger la violence de l'attaque qu'il lui a infligée, et le titre du chapitre reprenant le même code que le précédent, avec Sanji terminant son combat contre Queen. Tout va alors nous mener à un seul point, Luffy contre Kaido. C'est dans les habitudes d'Eiichiro Oda de terminer tous les combats en même temps pour laisser le futur roi des pirates sur le devant de la scène. Luffy versus Kaido sera indéniablement le point d'orgue de cet arc, et s'il est ne serait-ce qu'à la hauteur des révélations des combats de Zoro et Sanji, l'affrontement du Toit d'Onigashima sera de très loin le plus mémorable que One Piece aura à nous offrir. Les origines de Luffy, du Gomu Gomu no Mi, la véritable histoire de Kaido et les plus grands secrets du monde s'apprêtent à se révéler sous nos yeux. 2022 sera incontestablement l'une des plus grandes années dans l'histoire de cette œuvre, désormais si mythique.